Mesdames, Messieurs, bonjour. Pologne, Espagne, ce sont encore les deux gros titres de l'actualité de ce début de week-end. Pologne, les journalistes étrangers sont chassés, on sait peu de choses, la radio de Varsovie parle de calme, mais selon certaines informations, les troupes soviétiques, les divisions soviétiques stationnées en Pologne même, en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l'Est, auraient été mises en état d'alerte. Espagne, maintenant, deux choses. D'abord, le gouvernement de Madrid se plaint auprès du gouvernement français de ce qu'il appelle la partialité, l'hostilité de la presse française. D'autre part, les ravisseurs basques du consul allemand auraient proposé l'échange de leurs prisonniers contre les 16 accusés de Burgos. De tout cela, nous allons reparler. Auparavant, une chose, un drame dont qu'il faut absolument signaler. À Rennes, un homme, hier, a tué son fils. Pascal, 4 ans, un enfant, un débile mental incurable. Ses parents l'entouraient de soins attentifs, mais hier, le père a craqué. Il était obsédé par l'avenir, le devenir de son fils. Il n'y avait pas de place dans les établissements spécialisés de la région. Le père a tué son fils et il s'est aussitôt constitué prisonnier. Il a été inculpé ce matin d'homicide volontaire. Au-delà de ce drame et de l'opinion de chacun à ce sujet, c'est une fois de plus, je crois, le problème de l'équipement hospitalier français qui est posé. La communauté protestante de France est en deuil. Le pasteur Marc Bugner est mort cette nuit à Paris. Il était âgé de 89 ans. Le pasteur Bugner était l'une des personnalités dominantes du protestantisme français, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président du Conseil œcuménique des Églises et académicien français depuis 1962. Voici, pour le faire revivre, un extrait d'une émission protestante consacrée il y a quelques années au pasteur Bugner. Il est né ici, à Épinal, en 1881. Il aurait pu devenir préfet, comme son père, ou bien officier de marine. Il a préparé naval, mais finalement son uniforme devait être l'habit vert de l'Académie française. Académicien, oui, mais d'abord pasteur. On l'a volontiers appelé avec un sourire le pape des protestants. Et il est vrai que pendant un demi-siècle, Marc Bugner a bien été l'un des représentants les plus écoutés et l'un des guides les plus actifs des églises issues de la Réforme. Au printemps dernier, les éditions Albin Michel ont publié un livre du pasteur Marc Bugner, L'exigence écuménique, souvenirs et perspectives. Si j'ai écrit ce livre, c'est avant tout parce que depuis 63 ou 4 ans, j'ai ressenti en moi, j'ai éprouvé avec une force dont je parle dans le premier chapitre, une exigence qui a donné à ma vie une très grande part de son orientation. Et l'exigence écuménique dont je parle m'a fait immédiatement retrouver, même avant la conférence d'Édimbourg, des amis qui eux aussi ressentaient cette exigence de telle sorte que la conférence d'Édimbourg, qui est véritablement le lieu de naissance du mouvement écuménique contemporain, m'a apporté un encouragement, une joie, une confirmation et m'a engagé sur un chemin sur lequel depuis lors, malgré bien des déboires, des déceptions et puis les obligations multiples qui m'incombaient, je n'ai pas cessé de marcher et de m'avancer jusqu'à aujourd'hui. Et encore une fois, si j'ai écrit ce livre, c'est pour répondre à une exigence qui ne cessant de s'affirmer en moi, vit en moi alors que j'ai 87 ans et que je suis plus qu'au soir de mon existence terrestre, si je puis parler ainsi, et je me sens obligé de communiquer en quelque sorte la conviction profonde que cette exigence n'a cessé d'affirmer et de développer en moi au contact de tous les événements écuméniques de ce dernier demi-siècle, pour que les jeunes ne désespèrent pas du mouvement écuménique et ne croient pas qu'ils se figent dans une institution à laquelle on reprocherait de perdre l'événement prophétique. Les obsèques du pasteur Bugner auront lieu mardi à 14 h au Temple de l'Oratoire à Paris. 3 directeurs et l'un de leurs collaborateurs ont passé la nuit prisonniers des ouvriers de leur usine. Cela se passe à Condé-sur-Noireau, dans le Calvados, aux usines Ferrodo. Les ouvriers veulent obtenir la réintégration d'un de leurs camarades licenciés. Alain Gerby, quel est le point que l'on peut faire de cette affaire ce matin?
Pour l'instant, comme vous le disiez, la situation demeure inchangée à l'usine Ferrodo de Condé-sur-Noireau, où depuis hier après-midi, donc, 3 directeurs de section et le chef de gardiennage sont gardés à vue par les ouvriers de l'usine qui entendent ainsi protester contre le licenciement d'un des leurs. Il y a dans cette usine, que vous voyez actuellement sur votre écran, 1400 ouvriers. Les pourparlers entre la direction et les grévistes se poursuivent, mais aucun accord n'a été trouvé. La direction met comme préalable à toute discussion la réintégration, la libération inconditionnelle et sans délai des 4 personnes retenues contre leur gré par les ouvriers. Les ouvriers, eux, exigent la réintégration de l'ouvrier licencié pour menaces et injures envers un supérieur. Mais je vous propose d'écouter l'interview du délégué syndical de l'usine que nous avons pu rencontrer cette nuit à l'extérieur même des locaux. Ce matin, une de nos équipes a essayé de rencontrer les séquestrés de l'usine Ferrodo, mais n'a pu le faire, la direction s'y opposant. Voici donc l'interview du délégué syndical. La séquestration des 4 directeurs a été quand même faite par le personnel, après discussion avec la direction. Il y a eu une délégation qui était à la direction, et la direction n'a pas voulu revenir sur ces décisions. Et on dit, c'est le licenciement et c'est tout, il n'est pas question de revenir sur le problème. À la suite de ça, le personnel s'est un peu fâché, à juste raison, puisque un licenciement, quand même, tel qu'il pouvait être, c'est quand même un licenciement abusif. Et c'est de là qu'est venue la séquestration. Après cette séquestration, j'ai demandé à M. Foulon, qui est directeur général de l'usine Normandie, de revenir sur ses positions. Il a dit qu'il n'était pas question et que le temps que les séquestrés ne s'est pas mis en liberté. Et que si ça continuait, ça pouvait aggraver le cas du personnel Ferrodo. Et il m'a demandé justement de le dire au personnel. C'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué le cas au personnel. Le personnel n'a pas voulu accepter ce truc-là. Tant qu'il n'y aura pas réintégration de maçons, il n'y aura pas de liberté de séquestrer. Donc cela peut continuer Cela peut continuer. On ne sait pas jusqu'à quand ça peut continuer. On ne sait rien, c'est le personnel qui décide. Alors, ça peut continuer, on peut très bien passer les jours de fête ici, hein. On n'en sait rien, quoi. Hein, c'est le personnel qui décide. Donc, nous, en tant que syndicalistes, on n'a pas à commander le personnel. C'est eux qui sont assez grands pour savoir. En bref, maintenant, les négociations franco-algériennes sur le pétrole sont suspendues jusqu'à mardi. M. Ortoli est revenu à Paris hier soir, sans doute pour faire le point de discussion avec l'ensemble du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture lance une offensive anti-pollution en 4 points. Plus de subventions aux industries qui ne font pas d'efforts pour limiter cette pollution. Opération d'urgence pour nettoyer les rivières les plus polluées. Réglementation plus sévère de l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Et enfin, disparition progressive des dépôts d'ordures clandestins autour des villes. Enfin, pour ceux d'entre vous qui appellent nos confrères d'Interservice Route, voici un rappel du nouveau numéro 858 33 33. Politique maintenant, hier soir à Nancy, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a en quelque sorte répondu au Premier ministre, l'objet du débat, le pouvoir régional. Il faut rapprocher le pouvoir des citoyens de ceux qui subissent les conséquences des décisions. Le pouvoir régional, c'est une prise de conscience qui s'est faite. J'ai là, je pourrais vous les lire, mais je ne veux pas trop allonger non plus cet exposé de départ, les résultats de toutes les enquêtes nationales qui montrent qu'au cœur des Français, et plus seulement maintenant en Lorraine, la notion de région est une notion devenue très forte et c'est une notion très importante. C'est l'enracinement dans une vérité proche des hommes. Qu'on ne travestisse pas nos propositions et surtout pas l'aspiration profonde des Français qu'elles traduisent en une volonté insurrectionnelle. Pas du tout, c'est l'inverse. C'est que justement nous voulons pacifiquement, méthodiquement, créer face à l'État qui est devenu aveugle et pratiquement sourd
à l'appel des Français, parce qu'il ne peut pas être autrement. Nous voulons créer face à lui des interlocuteurs de poids. Jean-Jacques Servan-Schreiber a également proposé à toute la gauche d'aller au municipal ensemble. Que pensez-vous de cette proposition? C'est une proposition un peu insolite. M. Servan-Schreiber part du principe que la régionalisation est devenue la grande affaire politique du moment, et pour lui la situation est claire, il y a ceux qui sont pour le pouvoir régional et ceux qui sont contre. Alors selon lui, pour tous les partis d'opposition et contre le parti au pouvoir. Alors, à partir de là, M. Servan-Schreiber estime que puisque tous les partis d'opposition sont d'accord pour le pouvoir régional, il devrait faire liste commune au municipal. À première vue, ça paraît tout de même bien difficile, car je ne crois pas qu'on puisse ramener dès maintenant toute la politique française au problème régional. C'est peut-être un peu schématique, et il y a d'autres problèmes qui divisent les partis, c'est tout à fait certain, et en tout cas, il paraît tout à fait exclu que les communistes acceptent la proposition de M. Servan-Schreiber. Même en Lorraine, la Fédération communiste a dit que ça ne lui paraissait pas possible. En tout cas, le débat régional est bien lancé et il faut noter aujourd'hui une nouvelle prise de position, celle de M. Edgar Faure. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a dit un certain nombre de choses hier devant les caméras de notre station régionale de Lyon, et vous allez pouvoir constater qu'il n'est d'accord ni avec M. Servan-Schreiber, ni avec le gouvernement. Je crois qu'il faut maintenant sortir le problème du placard. Pendant quelque temps, après l'échec du référendum, il y a eu une sorte d'accord tacite pour laisser dormir les choses. Mais maintenant, le problème doit être réglé. Pour ma part, je suis partisan de solutions modérées. Je ne suis pas favorable à l'idée de solutions politiques, à l'idée de régions politisées, ayant un Parlement et un exécutif politique. Pourquoi? D'abord parce que c'est dangereux, parce qu'on vivra dans des élections ininterrompues. Parce que les élections municipales, cantonales, départementales et nationales feront l'objet en quelque sorte de voix d'appel à chaque fois qu'il y aura une élection pour l'Assemblée régionale et qu'il peut y avoir des contradictions perpétuelles. Je dis franchement que les formules proposées jusqu'ici par le gouvernement ne traitent pas le problème. Ce sont des formules anodines, presque insignifiantes, des questions de visa, de délibération des maires. Je suis maire depuis 25 ans. Je sais bien que tout cela ne change à peu près rien, qu'on ait 30 jours ou 40 jours pour faire approuver une délibération, qu'on appelle ça une approbation ou un visa, ça n'a aucune importance. Au demeurant, le problème n'est pas de changer la routine administrative dans les communes et dans les départements. Le problème, c'est de régler les problèmes, enfin les questions de planification économique, de les régler au plan régional. Je crois pour ma part que la meilleure solution était celle proposée en 1969. 69, c'était le texte du référendum de 1969. Comment voulez-vous payer vos impôts puisqu'il faut les payer? Le ministre des Finances vient de proposer, vous le savez, une formule nouvelle, l'impôt mensuel pour les salariés, c'est-à-dire le versement chaque mois d'une partie de vos impôts. D'abord, qu'en pensent les contribuables? Une enquête de Pierre Champetier. Vous êtes pour le paiement mensuel, pourquoi? Ah oui, parce que c'est beaucoup mieux. On n'a qu'à faire comme on fait pour la sécurité sociale. Sinon, on donne d'une main et on nous reprend de l'autre après quand on n'en a plus. Parce que ça fait une somme moins grosse à débourser et tout ça. Parce que c'est un souci en moins, bien sûr. Ça me permettrait de ne pas avoir à payer de grosses sommes comme ça après, quand on nous demande les tiers. Ben, je suis pour le paiement par tiers. Pour moi, le tiers, c'est l'idéal. Que par tiers, malgré tout, on profite certains mois de son salaire complet et on fait des restrictions. On sait quand même à l'avance les dates auxquelles on paiera. Moi, je préfère par mois parce que justement, le budget est plus équilibré tout au long de l'année. À condition qu'on le diminue un peu. D'après un récent sondage, 34% des salariés veulent continuer à payer leurs impôts en 3 fois. 45% en revanche sont favorables au paiement chaque mois. Or, c'est maintenant presque certain, dans 2 ans, vous aurez le choix entre les deux formules, ce qui devrait satisfaire tout le monde. Si vous préférez payer vos impôts tous les mois, vous pourrez faire comme pour le gaz et l'électricité et autoriser votre percepteur à prélever directement son dû sur votre compte bancaire ou postal. Votre versement sera alors automatique et vous n'aurez plus à intervenir. C'est-à-dire que le client prendra un abonnement, comme on dit, vis-à-vis du percepteur et de la banque, et il paiera tous les mois le 10e de son impôt. Mais il n'aura rien à faire, alors que dans le système actuel, 3 fois par an, il faut qu'il rédige un chèque, qu'il retrouve le numéro de compte de son percepteur, qu'il lui adresse, et puis 3 fois par an, il a une grosse ponction de trésorerie qui est très gênante. Tandis que dans le système actuel, il dira 1 fois par an, vous me prélevez tous les mois X, et puis ça sera terminé. La banque se chargera du reste vis-à-vis du fisc.
Alors c'est ce que vous faisiez un peu avec l'impomatique. C'est ce que nous faisions avec l'impomatique qui marche depuis 3 ans. D'ailleurs, il faut être franc, les pouvoirs publics se sont purement et simplement emparés de notre idée. Le système est pratiquement calqué sur ce que nous avons offert à notre clientèle depuis maintenant 3 ans. Oui, mais l'impomatique, c'était pas gratuit. L'impomatique n'était pas gratuit pour une raison très simple, c'est que nous faisions une avance de fonds aux clients. Et en réalité, dans le nouveau système, c'est l'État qui va faire une avance de fonds aux clients. Alors votre impomatique, c'est terminé, alors? Terminé, je ne sais pas. Peut-être que nous trouverons d'autres moyens de faciliter les choses aux contribuables. Nous avons de l'imagination. À votre avis, est-ce que ce système a des inconvénients? Dans notre système, nous avions prévu qu'au mois d'août, il n'y avait pas de prélèvement. Et c'était très apprécié de la clientèle, parce que le mois d'août est un mois chargé, c'est le mois des vacances. Et dans notre système, les gens ne payaient pas au mois d'août. Donc si j'avais une critique à faire, ce serait celle-là. C'est qu'on n'ait pas prévu une pause au mois d'août, quitte à décaler le 10e versement du mois d'octobre au mois de novembre. Pour les salariés, l'avantage de ce système facultatif, encore une fois, est évident. Vous n'aurez plus à racler vos fonds de tiroir, vous paierez votre impôt comme une traite. Le Trésor, lui aussi, y trouvera son compte, car ses caisses seront alimentées plus régulièrement. Pour faire face à ses dépenses quotidiennes, il disposera toujours d'argent frais. Alors, est-ce la formule idéale? Certains voudraient aller encore plus loin, instituer comme aux États-Unis, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ce qu'on appelle la retenue à la source. Comme pour votre cotisation de sécurité sociale, on retiendrait directement vos impôts sur votre salaire. Avantage, vous n'auriez même plus à rédiger de déclaration et vos impôts correspondraient exactement aux revenus de l'année. Mais un obstacle, le refus catégorique des patrons. Cela paraît de prime abord meilleur, parce qu'évidemment, le salarié n'aurait plus le sentiment de payer l'impôt. Ce serait le chef d'entreprise qui le paierait à sa place. Mais c'est justement là l'inconvénient du système, parce que l'impôt devient indolore. Et naturellement, personne n'ayant plus le sentiment de payer l'impôt, c'est le risque de courir à des aggravations ultérieures de la charge fiscale. Je crois aussi que vous craignez que vos employés en profitent pour demander des augmentations de salaire. Cela est évidemment inévitable, car dès l'instant où la retenue sera faite par l'employeur, la feuille de paye, le net de la feuille de paye sera diminué, et naturellement les salariés se retourneront vers leur employeur pour demander des augmentations de salaire en compensation, et en définitive ce sera une cause supplémentaire d'inflation. Quoi qu'il en soit, si la retenue à la source est semble-t-il abandonnée pour l'instant, l'impôt mensuel, lui, est sans doute pour bientôt. M. Giscard d'Estaing devrait le proposer aux députés au printemps prochain. Avant cela, les syndicats et les organisations professionnelles sont en train d'étudier la formule de M. Giscard d'Estaing. Réponse 20 janvier. Revenons maintenant aux événements de Pologne. En fait, nous ne savons pas grand-chose car les liaisons avec les régions troublées sont très rares. On dit ce matin que les divisions soviétiques stationnées en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est ont été mises en état d'alerte. Les radios polonaises annoncent le retour au calme, mais pour l'instant, le gouvernement polonais interdit toujours aux journalistes occidentaux de pénétrer en Pologne. Ce matin, Serge Misret a essayé de recueillir quelques informations à l'arrivée du train de Varsovie en gare de l'Est. 7h35, l'express Varsovie-Paris arrive. Vous venez de Pologne? Oui, mais je ne sais rien. Parce que vous savez, vous savez bien qu'est-ce que se fait en Pologne. Oui. J'écoute la radio Wolna Europa. Ah bon? Et voilà. Non mais ça. Vous avez entendu qu'il s'y passait des choses? Oui, je vis à Cracovie. C'est la place, la grande place, il est fermé. La grande place est fermée. C'est tout, on ne voit rien. Et vous êtes polonais vous-même? Oui. Est-ce que vous avez constaté que les prix montaient très fort? Oui. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de mécontentement parmi les Polonais parce que les prix montent? Oui. Et c'est pour ça qu'on aurait des... C'est pour ça. Oui. Oui. Et vous avez pu passer facilement depuis... vous êtes parti de Varsovie? Non, je pars à Cracovie et je passe par la frontière, normalement. Est-ce que vous avez remarqué des concentrations de troupes, de chars? Non. De police? De police à la grande ville, mais dans la paille, non. Et quel est le sentiment général des Polonais, enfin de vos compatriotes que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est difficile de dire. Moi, je trouve que c'est les prix qui sont montés bien. Ouais, Et vous pensez que ces mouvements sont dus uniquement à la hausse des prix? Oui. Est-ce que vous avez entendu... À septembre, oui. Oui, ça fait longtemps qu'ils montent les prix?
Oh non, c'est une semaine. Est-ce que vous avez entendu l'allocution de M. Sirankiewicz? C'est difficile de voir. Espagne maintenant, les nationalistes basques de l'ETA auraient proposé au gouvernement espagnol d'échanger leurs prisonniers, M. Eugène Bell, le consul ouest-allemand de Saint-Sébastien, contre les 16 accusés du procès de Burgos. Le gouvernement de Madrid n'a encore rien répondu. On attend toujours la publication du verdict, peut-être ce soir, peut-être lundi, mardi même. Une question, le général Franco va-t-il ou non faire jouer son droit de grâce? En attendant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement espagnol vient de protester auprès du gouvernement français contre ce qu'il appelle l'hostilité de la presse française à son égard. À part cela, 3 faits à signaler rapidement. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées du centre nucléaire de Mercury dans l'état de Nevada aux États-Unis. Une explosion souterraine nucléaire a raté et un nuage de poussière radioactive s'est abattu sur le centre. 175 personnes sont sous examen. Pour la 2e fois, Paul VI a dû annuler son audience de samedi. Il est fatigué, mais son médecin personnel affirme que ce n'est pas grave. Enfin, le président Boumedienne accepte d'accueillir les 70 prisonniers brésiliens que les révolutionnaires veulent échanger contre l'ambassadeur de Suisse. On dit que l'échange pourrait intervenir très bientôt. Passons au sport maintenant. Michel Drucker, la fête continue chez les skieurs français et chez les skieuses. Oui. En effet, la Coupe du Monde 71 commence très bien. Paul le fait pour le ski français. C'est Isabelle Mir, qui nous voyons derrière vous en pleine vitesse ici, qui a gagné tout à l'heure à Val d'Isère sur la piste bleue de Bellewaerde. Elle a remporté la descente de ce 16e critérium de la première neige. 2e, Wiltrud Drexel, Autriche. 3e, Michel Jacot. 4e, Françoise Macky. 5e, Anne-Marie Preul. 6e, Jacqueline Rouvier. 7e, Jocelyne Périlla. 8e, Judy Crawford, 9e, Annie Famos, 10e, Rosie Mittermeier. Beau tir groupé, il y a 6 Françaises dans les 10 premières, c'est un très beau succès. Le combiné de ce quatrième de la première neige féminin revient à Wiltrud Drexel, qui est 2e, je vous le rappelle aujourd'hui, et au classement de la Coupe du Monde, Isabelle Mir rejoint maintenant en tête Françoise Macky. Les 2 skieuses françaises ont 40 points maintenant contre 39 à Wiltrud Drexel. Vous pourrez voir un large résumé de cette descente féminine tout à l'heure sur la première chaîne à partir de 15h. Demain à Val d'Isère, ce sera au tour des hommes de s'expliquer sur la piste oreiller-Kili de Bellewaerde, où des vitesses records ont été atteintes à l'entraînement, près de 125 à l'heure. Cette descente sera longue de 3290 mètres, dénivellation 910 mètres entre le sommet de Bellewaerde et la Daille. Si vous connaissez Val d'Isère, vous la situez. L'Allemand Vogler, les Français Duvillard-Orsel, l'Autrichien Schranz, le Suisse Russi et l'Australien Malcolm Mine ont été les plus rapides. Football, c'est demain la dernière journée des matchs allés en championnat professionnel. Marseille et Saint-Etienne toujours en tête à égalité. Le seront-ils encore demain? C'est toute la question. Les supporters de Marseille souhaiteraient bien sûr que leur équipe soit seule en tête demain. Ils peuvent être optimistes car leur équipe joue à Marseille, au stade Vélodrome contre le Red Star, alors que Saint-Etienne joue à Ajaccio. Après cette journée, les professionnels seront en vacances jusqu'au 31 janvier. Il y a un match cet après-midi, les autres ont lieu demain. Angoulême-Strasbourg cet après-midi à 15h. Et si vous préférez le rugby, il y a un match intéressant à Auxerre cet après-midi entre l'armée française et l'armée roumaine. Nous allons maintenant revenir au ski avec un reportage qui va, j'en suis sûr, vous intéresser si vous vous apprêtez à partir au sport d'hiver. À l'origine de ce reportage, un livre intitulé « Pour apprendre à skier soi-même ». Son auteur, un homme particulièrement compétent puisqu'il s'agit de Georges Joubert. Georges Joubert est directeur du ski club de l'Université de Grenoble. C'est le président du GUC, un club très célèbre, le Grenoble Université Club. Et c'est un homme qui connaît bien son sujet puisque Georges Joubert a entraîné la plupart des champions français. C'est lui qui a découvert et qui a formé un certain Patrick Russell. Vous voyez que c'est une référence. C'est un pédagogue né et vous allez d'ailleurs voir et pouvoir juger au cours de cette leçon de ski télévisée, leçon filmée sur les pentes de l'Alpe d'Huez, que la façon d'enseigner le ski a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. C'est un reportage de notre camarade Jean-Michel Desjeunes. Vous ne devez plus rêver en regardant les enfants de la montagne dévaler à toute allure. C'est maintenant à votre portée. Votre moniteur aujourd'hui, Georges Joubert, c'est lui qui a formé Patrick Russell, c'est tout dire, et Georges Joubert affirme qu'il est possible d'apprendre le ski tout seul. Tout seul, mais à condition toutefois de se servir de son livre qui vient de sortir. Seulement, apprendre le ski dans un livre, est-ce que finalement c'est bien possible? Eh bien, très franchement, lorsque nous avons écrit notre premier livre avec Jean Vuarnet, nous ne le pensions pas. Nous pensions exercer une certaine influence sur les écoles de ski et passer par l'intermédiaire de moniteurs pour nous adresser au grand public. Et en fait, nous avons eu l'occasion sur les pistes de rencontrer des quantités de skieurs
qui nous ont déclaré avoir appris uniquement à l'aide de nos livres, et ma foi, ces skieurs étaient loin d'être ridicules. En parcourant votre livre et les différentes étapes du skieur, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé quand même dans la façon d'enseigner le ski. Est-ce qu'effectivement il y a de nouvelles méthodes? Eh bien, parler de nouvelles méthodes, c'est peut-être un peu trop faire appel au passé, car il semble que plutôt que de parler de méthode, il faille parler maintenant d'ensemble de conseils pratiques. Vous voyez, on cherche à aller vers davantage de naturel. Mais on n'apprend plus le ski de la même façon quand même. Oui, et surtout dans la façon de l'enseigner, il y a une manière un peu différente. On s'attache moins à faire réaliser une certaine somme d'exercices précis que d'amener les skieurs à tourner plus facilement, à évoluer avec plus d'aisance ou un peu plus vite ou de façon plus adaptée au terrain, vous voyez. Première démonstration, si l'on peut dire, le stade du débutant. Oui, alors nous allons voir un exercice qui est proposé à tous les débutants, qui n'est pas réussi par tous, mais qui nous permet de sélectionner ceux qui vont être doués et ceux qui le seront un peu moins. Alors, évidemment, là, ce futur moniteur est allé un peu vite pour un débutant, mais nous demandons à nos débutants d'essayer, à la fin d'une descente effectuée en trace large, comme vous le voyez, nous leur demandons d'essayer de faire pivoter leurs jambes et de s'arrêter en travers de la pente. C'est-à-dire que d'ores et déjà, dès le début, les skis sont malgré tout parallèles. Oui, il s'agit de ce geste que font de façon naturelle tous les petits montagnards qui veulent s'arrêter lorsqu'ils commencent à skier. Ils se lancent face à la pente et ils essaient de s'arrêter. Et cette fois-ci, une façon de tourner qui est bien particulière d'ailleurs aux débutants. Vous voyez, il s'agit d'un pivotement assez brutal des deux skis qui permet à un débutant de changer sa direction sans qu'il possède par ailleurs une technique qu'on peut appeler une technique de véritable skieur. Cette fois-ci, nous allons voir une autre sorte de virage, toujours pour les débutants. Cette fois-ci, c'est un virage bouclé, c'est ça? C'est ça, oui. Alors le skieur est encore en trace large, mais on commence à lui apprendre à trouver un appui sur la neige, vous voyez? Il saute un petit peu, il allège un peu oui, ses skis, non? Il braque ses skis, il trouve un appui sur la neige, et à partir de cet appui, il lance son virage. Évidemment, je vous le répète, nous n'avons pas là exactement l'image des débutants, mais nous avons là le mécanisme qui va permettre aux débutants de trouver l'appui au sol, et c'est très important. Est-ce que la compétition est importante? Est-ce qu'elle a apporté un héritage dans ces nouvelles méthodes? C'est certain. C'est par exemple le cas typique de notre association avec Jean Vuarnet. Il a fallu qu'il devienne champion olympique à Sceaux-Vallée en descente pour qu'on prenne vraiment au sérieux la trace large que nous préconisions depuis 5 ans, et depuis en particulier 56, puisque nous avions fait un livre en 1956 qui parlait de l'œuf. Eh bien, le fameux œuf a été découvert sur le plan international qu'à partir de la victoire de Jean Vuarnet à Sceaux-Vallée. Et le fameux chasse-neige, pour revenir aux débutants, est-ce qu'on en parle encore? Est-ce qu'on l'apprend encore? Est-ce qu'on l'enseigne? Eh bien, le chasse-neige fera toujours partie du bagage du skieur débutant ou moyen, puisque si ce dernier veut profiter de beaux paysages, veut se rendre au sommet des montagnes, il y aura forcément certains passages où il devra se freiner en chasse-neige. Mais je crois que maintenant on a définitivement compris que le chasse-neige devient trop vite une habitude, et le skieur qui l'utilise a trop tendance à s'habituer à un cramponnage, à un accrochage, à une dépense musculaire considérable qui ne s'associe pas avec l'idée de ski, car en définitive le ski c'est le glissement, c'est la souplesse. Si bien qu'on tend à substituer au chasse-neige le stem glissé. Autre avantage, ce stem glissé très rapidement évolue vers la trace large. Une fois le stem bien acquis, il s'agit de garder les skis parallèles pour tourner. Oui, alors il y a un exercice très efficace, c'est de prendre appui sur la neige grâce au stem et ensuite de virer parallèle, vous voyez? Appui, virage parallèle, appui, virage parallèle. Ceci est un excellent éducatif pour parvenir au ski parallèle. Suite de la progression, cette fois-ci, les skis sont véritablement rapprochés. Un très bon moyen d'arriver à ce ski serré, c'est de faire le jet virage, c'est-à-dire cette espèce de virage aval qui est précédé d'une prise d'appui très nette sur les skis, que vous voyez exécuter en ce moment. C'est la dernière étape avant la godille. Oui, c'est, disons, l'exercice qui se conduit parallèlement à la godille. Un skieur citadin qui va 2 fois 8 jours à la neige, très franchement, doit pouvoir se classer dans la catégorie skieur moyen, capable de se promener sur toutes les pistes pour skieur moyen, à coup sûr, disons dans 50% des cas en une saison, et alors à coup sûr en 2 saisons. Eh bien, toute cette leçon de ski un petit peu en raccourci nous amène maintenant à la godille. Eh oui, ça c'est le vrai plaisir des skieurs, et je pense que
nos élèves moniteurs, là maintenant, ont la juste récompense de leur séance de travail. Voilà, ça n'est pas plus difficile que ça. Les images de ce reportage de Jean-Michel Desjeunes étaient de notre confrère de Grenoble, Philippe Biessy. Eh bien, cet avant-goût des vacances était la dernière page de ce Télémidi. Merci de votre attention. Bon après-midi.